Près de 40 ans après Awa Cham et Mariama Ba, une nouvelle génération de militants de la cause féminine semble prendre la parole au Sénégal. Que l'on parle d'inégalité dans le milieu professionnel ou de la place de la femme en islam ou même de la définition du mot féminisme, le débat semble toujours être mouvementé. Et on va en faire l'expérience sur ce plateau aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ID. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois deux habitués du plateau, en commençant par Célie Ba. Comment ça va, Célie? Ça va bien, Sophia. Alors, Célie, encore les présentations pour ceux qui ne le savent pas. Vous êtes sociologue et on peut dire spécialiste de la question des genres. C'est bien ça? Oui. Parfait. Et Monsieur Imam Kanté, on est aussi content de vous recevoir. Imam? Bonsoir Sophia, bonsoir Docteur Célie. Oui. Je suis toujours très heureux de venir contribuer, participer, à, comme vous l'avez dit, à ces débats de fond. Oui, des débats de fond. Des débats de fond qu'on va mener encore pour les présentations pour les quelques personnes qui l'ignorent. Vous êtes un des imams de la mosquée du Point E. Vous avez aussi plusieurs ouvrages, écrit plusieurs ouvrages. Vous êtes auteur et un grand intellectuel aussi qui lit débats intellectuels et religion. C'est comme ça? Ben oui, c'est comme ça. Et mon dernier ouvrage, ça s'appelle Imam et citoyen. Je pense que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça résume un peu tout. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Un sujet très vaste et qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, docteur Ba. On parle de féminisme, on parle de combat pour les femmes, etc. Et moi, j'ai envie de vous demander directement si on devait attribuer enfin, finalement, une définition au mot féminisme, ce serait quoi? Merci beaucoup, Sophia, de l'invitation. Je remercie un collègue très proche, ami, Imam Kanté. Il n'est pas seulement imam, hein, il est docteur, hein, il est expert sur les questions environnementales, environnementaux plutôt. C'est important de le dire. Oui. Voilà, donc moi je l'ai connu physiquement, même si j'entendais son nom. Disons, j'ai fait un DEA en sciences d'environnement, voilà. Donc je l'ai connu sur ces questions environnementales-là. Donc peut-être on oublie un peu cette casquette-là aussi. Voilà, donc très contente de partager à nouveau ce plateau avec lui. Et voilà, donc peut-être avant de répondre à la définition, peut-être préciser. Oui. 40 ans après les Mariama Ba Awa Cham, on a eu en 1984 le mouvement Yewwi aussi. Awa Cham, Mariama Ba avec leurs plumes. Oui, c'est ça. Mais on a eu des actions concrètes sur le terrain avec le mouvement Yewwi, les Marie-Angélique Savané et autres. Il faut le rappeler. C'est vrai. Il faut le rappeler. Donc c'est le seul mouvement féministe que le Sénégal a connu, qui a été créé en 1984 avec le mouvement Yewwi. Oui. Donc voilà, qui était quand même un mouvement qui a beaucoup fait et qui nous a permis aujourd'hui les acquis qu'on a sur le cadre juridique. C'est grâce à ce mouvement qu'on a eu. Ouais, c'est important de le saluer, c'est vrai. Voilà, donc voilà, il n'y a pas eu ce grand. Donc la définition qu'on pourrait donner, le féminisme, c'est d'abord une conscience individuelle d'abord. Il faut que vous ayez cette conscience en matière d'inégalité qui se passe surtout entre les hommes et les femmes. D'abord, il faut avoir cette prise de conscience personnelle, après cette prise de conscience collective. L'idée, c'est de subvertir en tout cas les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Le fait que les femmes soient subordonnées à tous les niveaux, que ce soit dans l'espace politique, économique, social. Oui, parce que le féminisme essaie de combattre un système social inégalitaire où on a une culture masculine dominante et une culture féminine dominée. Et ce système, on l'appelle le système patriarcal qui met trop en avance l'homme en tant que tel, et et la femme disparaît derrière l'homme en quelque sorte. Et je donne l'exemple de la famille, par exemple au niveau du ménage, on va toujours, si le ménage va bien, c'est l'homme qui a dit que ça va très bien, je suis satisfait, etc. Mais on ne demande pas l'autre. Est-ce qu'elle est satisfaite par rapport, etc. Donc on met toujours en avant l'autre, parce que tout simplement, ce système fait que l'homme est au centre et la femme à la périphérie. Et l'interprétation, une mauvaise interprétation des religions ont beaucoup joué à
bâtir en tout cas ce système patriarcal. Je reviendrai tout à l'heure. Là-dessus, parfait. Imam Kanté, est-ce que vous adhérez déjà d'abord à cette définition? Est-ce que vous en avez peut-être une autre? Et si on part de cette définition ou de celle qui vous convient à vous, est-ce que donc le mot féminisme a une place dans l'islam? Écoutez, en tout cas, le fait de lutter pour l'égalité, je me méfie un peu du terme égalité isolé comme ça. Je préfère égalité en droit et je dirais même en devoir aussi. Donc il y a une répartition équitable des responsabilités, n'est-ce pas, et que chacun puisse aussi recouvrer ses droits et aussi, n'est-ce pas, s'adonner à ses devoirs. Ça ne peut pas me gêner. Et la compréhension que j'ai de l'islam aussi, une telle définition ne peut pas gêner, que ce soit des classes, je sais pas, comme les marxistes l'avaient défini, donc les classes ouvrières qui sont dominées par les prolétaires et les autres, que ce soit des femmes qui considèrent qu'elles sont dominées par les hommes, etc., ou bien un pays, des pays du Sud qui considèrent qu'ils sont dominés par les pays du Nord. Donc il y a plusieurs formes de domination, etc. Mais quand même, personnellement, et aussi de ce que je sais de l'islam, c'est la justice qui doit prévaloir. Donc si les femmes, en un moment donné, considèrent qu'elles sont lésées, qu'elles sont victimes, n'est-ce pas, de la société, parce que leur place est marginale, etc., je trouve normal qu'elles posent le débat. Et maintenant qu'on en parle pour bien voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qu'il faut corriger. Et maintenant aussi, j'aimerais bien aussi qu'on fasse attention à des abus et à des dérives idéologiques qui peuvent accompagner tout mouvement de pensée. Oui, tout à fait. Alors peut-être que beaucoup seront surpris de la réponse de Imam Kanté, parce que c'est une réponse à mon avis plutôt positive, quand vous dites que vous ne voyez pas en cette définition-là une opposition avec l'islam. Simplement, il y a quand même un stigma qui va avec le mot féminisme, surtout ici au Sénégal, Dr Ba, cette stigmatisation qui fait que même des femmes refusent d'adhérer au terme féministe parce que souvent il est très mal défini, raison pour laquelle j'ai voulu qu'on le définisse tout d'abord avant d'entrer même dans le vif du sujet. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant d'ambiguïté, tant de stigmatisation négative justement avec ce mot qui finalement, si l'on s'en tient à votre définition et à celle à laquelle Imam adhère, n'est pas négative? Si vous voulez, oui, parce que je crois que je n'ai pas répondu à l'autre partie de votre question sur justement est-ce qu'on peut accoler féminisme à islam. Oui. Féminisme islamique, je pense que c'est très important. Et là, ce que je dirais, c'est que ça pose la question de l'universalité, je peux dire un peu de la pensée féministe. Ouais. Est-ce que le féminisme doit être considéré comme un mouvement neutre, un mouvement de pensée neutre, universel, ou bien est-ce que le féminisme part d'une histoire, part d'un lieu culturel, etc. Est-ce qu'il faut l'extrapoler en tant que tel partout? Et je pense que donc, le féminisme islamique, ça ne me gênerait pas si c'est des femmes qui disent d'accord, nous voulons corriger des inégalités à l'intérieur des sources de l'islam. Là, c'est différent d'un féminisme qui part, par exemple, d'un autre point de vue, par exemple en Europe. Oui. C'est ce que je voulais rajouter. Et d'ailleurs, on reviendra même sur ça, sur cette question d'universalité, mais juste avant, le stigma du féminisme ici au Sénégal. D'où il vient, comment on le lève? Avant de répondre à la question, rebondir, parce qu'il est en train, Imam est en train quand même de poser des choses très importantes. Et d'ailleurs, le mot féminisme musulman, féminisme islamique, c'est de corriger les inégalités via les sources islamiques. Parce que l'islam est venu pour corriger des inégalités, des injustices. On a parlé de justice sociale. Et quand on parle de justice sociale, c'est un pilier fort de la question de l'égalité. La question de l'égalité est un principe religieux. Égalité des êtres humains, al-Moussawa. Égalité, qui est un principe religieux. On est homme-femme, on est riche ou pauvre. Il n'y a pas de gré, il n'y a pas de caste. Les hommes et les femmes, les êtres humains sont égaux. Sont égaux. Donc ce principe, je pense, qu'il est au cœur des sources. Je pense qu'on pourrait revenir là-dessus tout à l'heure. Ouais. Pourquoi il y a beaucoup de stigmates? Il y a beaucoup d'incompréhension. Peut-être pour préciser qu'il y a des féminismes.
il y a des féminismes, c'est des courants de pensée. C'est pas un mouvement homogène, il faut le dire. Le féminisme que nous avons aux États-Unis, en France, est différent du féminisme que nous avons au Sénégal parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Les problèmes se posent différemment. Du coup, les outils, le combat va être différent. Ça, il faut le poser. Maintenant, là ce qu'ils partagent peut-être, qui fonde un peu le déterminateur commun, c'est le féminisme a pour objectif d'instaurer l'égalité homme-femme. Instaurer ça. Égalité homme-femme, c'est ça. Maintenant, l'approche pour y arriver va différer forcément, même si au Sénégal, on a des féminismes, mais dans la lutte, dans le combat, va être différent. La manière de lutter. Il y a des féminismes radicaux, il y a d'autres modérés, etc. Même les courants, le mouvement, l'islam également, à l'intérieur du mouvement. On a des extrémistes, et on disait avant l'émission que tout extrémisme n'est pas bon du tout. Tout radicalisme n'est pas bon du tout. Donc il y a des différents. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension autour de ce mot. Parce que ce mot est fortement teinté d'humanisme. Ce mot, et si on le comprend très bien, c'est une approche, un mot qui est fortement teinté d'humanisme, qui cherche à promouvoir les droits humains. Parce qu'à l'intérieur, dans les droits humains, il y a les droits des femmes. Donc, c'est ça. Il y a ce sens d'humanisme et c'est pourquoi, de plus en plus, il y a cet éveil de conscience des hommes et des femmes qui travaillent sur ce terrain-là. Combat féministe, des hommes et des femmes qui comprennent un peu les enjeux parce qu'aujourd'hui on est dans des sociétés contemporaines où il y a de plus en plus des inégalités. C'est comme si aujourd'hui on travaille sur les questions de changement climatique. Il y a cette conscience parce que c'est des enjeux extrêmement importants où si on ne se travaille pas là-dessus, ça risque de poser problème. Et le développement humain durable qu'on vise, ça va être très difficile d'atteindre ce développement humain durable. Donc, pour résumer, la question de l'universalité du féminisme, pour vous, elle n'a pas lieu d'être. Parce que, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, les combats, ou plutôt les causes féministes qui seraient en Occident ne peuvent pas être les mêmes qu'ici au Sénégal. Les problèmes se posent différemment. Les contextes font que les contextes font que les combats doivent être spécifiques par rapport à ce contexte-là. On n'a pas les mêmes problèmes que les États-Unis. Tout à fait. Ni en France, au Sénégal, on n'a pas les mêmes problèmes. Même en Afrique, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, du coup, ce féminisme va être différent du féminisme utilisé en Occident. Très bien. Mais justement, il me semble que cette évolution-là, je la trouve intéressante et positive. Mais il faut reconnaître quand même que c'est une évolution par rapport à une certaine agressivité des premiers courants féministes, je dirais même au Sénégal. Parce que, justement, parce que ces premiers courants féministes, il me semble bien que étaient dans l'universalité du féminisme occidental. Et qui donc remettaient en cause, n'est-ce pas, justement, des réalités culturelles au Sénégal, et particulièrement l'islam. Donc c'était un discours qui ne voulait pas prendre en compte ces réalités-là. Au contraire, disait que ces réalités-là sont un obstacle, il ne faut même pas les penser. Parce que c'est la religion. Peut-être c'est la perception que vous avez de ces mouvements-là. Non, non, c'était même le discours, je me rappelle, par exemple, voilà, je me rappelle bien, c'était des discours, je peux dire, féministes assez radicaux et de gauche. Oui, oui, les Marie-Angèle Savarin, c'était le flanc de la gauche. Son mari était, voilà, c'était les gens de la gauche qui ont évolué après. Maintenant, ils sont beaucoup plus modérés. Mais en ce temps-là, c'était le marxisme quand même. Ça flirtait un peu avec le courant Yewi. Et c'était vraiment un courant, je peux dire, je ne dirais même pas à religieux, mais contre la religion. Parce que simplement, il y avait l'influence de la gauche, donc, et de la pensée marxiste, la religion et l'opium du peuple. On a vu même les marxistes, vous voyez, le premier discours. C'était la religion, c'est l'opium du peuple. Ils n'ont pas sorti du contexte cette phrase-là de Karl Marx qui parlait surtout des problèmes de l'Église en Europe, etc. Et donc ils l'ont transposé partout dans le monde et aussi au Sénégal en particulier. Alors qu'au moment où il disait ça, Mamadou Dia avait un projet, par exemple, islamique très éclairé, n'est-ce pas, où il voulait corriger, par exemple, des inégalités dans le monde rural, etc. etc. Donc maintenant, cette évolution-là, elle est positive et je pense que ça permet de voir plus clair un peu
sur ce que ça peut donner, quoi. Sur ce que ça peut donner, la définition même du mot féminisme, et de retenir aussi que chaque zone, en tout cas, a ses particularités. Justement, au niveau de l'interprétation, moi, j'aurais voulu vous demander, Imam Kanté, tout comme on peut le voir, il peut y avoir de différentes interprétations et des interprétations qui s'éloignent de la réalité quand on parle du féminisme. Qu'est-ce qu'il en est des interprétations même de la place de la femme dans la religion musulmane, qui peuvent aussi différer de ce que les textes disent réellement? Oui. Et effectivement, je crois que cette question du féminisme dans l'islam, ça se pose de façon aussi complexe que toute la question de la réforme dans l'islam, etc. Par exemple, quand vous dites, aujourd'hui, par exemple, je défends le fait qu'on puisse s'approprier le calcul astronomique pour régler les problèmes de la Lune. Eh bien, il y a des gens que j'appelle des conservateurs, littéralistes, donc, qui disent non, il est en train de vouloir changer des préceptes religieux qui sont là, bien établis, alors que moi, je suis profondément convaincu que ce n'est pas un précepte religieux, je l'appelle une pratique arabe de l'époque du prophète. Mais il y a des gens qui ça choqué, des collègues Oussad, qui ont tenu ma main, qui m'ont dit, Imam, attends, attention, s'il te plaît, tu vois, pour dire, et de bonne foi. Et de bonne foi, ils le disent. Donc, ils n'allaient qu'à utiliser Parce le chameau toujours pour se mais déplacer, voilà, etc. Voilà, Pas l'avion. Voilà, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, je défends ça. Par exemple, là, si je prends cet exemple, ça montre que, donc, la compréhension des textes, etc., elle bouge. C'est le texte qui est sacré. Mais la compréhension, elle n'est pas sacrée. Elle bouge, elle dépend des périodes, des outils de compréhension, des enjeux, etc. etc. Donc, sur cette question aussi de la place des femmes dans l'islam, il y a des constantes et il y a des choses qui peuvent bouger. Les constantes pour moi, c'est que, par exemple, en termes de dignité, c'est très facile de démontrer dans le Coran que la femme a la même dignité spirituelle et morale que l'homme, la même responsabilité, le même libre arbitre, la même capacité à faire le bien et le mal, n'est-ce pas? Et du point de vue historique, dans l'application même de l'islam, je prends toujours la Mecque comme premier laboratoire social de l'islam, l'islam s'est attaqué à des injustices faites aux femmes. Donc je me dis que ça a donné la direction de la chose. Ouais. Si l'islam était une religion misogyne contre la femme, etc., eh bien, on n'aurait pas ces actions très claires dans le Coran. Où, par exemple, le Coran cite la fille enterrée vivante, quel péché elle a fait? Parce qu'elle est une femme, vous vous donnez le droit de... Voilà. Ouais. La question de l'héritage qui a été aussi corrigée, même si jusqu'à présent certains considèrent, etc. Mais en tout cas, on voit la direction de la chose. Le fait que la femme pouvait disposer librement de ses biens, indépendamment des biens de son mari, qu'elle a le droit de dire oui ou non à un mariage, elle peut demander le divorce, etc. etc. Donc, on voit l'évolution, et moi je me dis, on voit la flèche que l'islam donne à cette question-là en disant, allez toujours vers plus d'équité et de respect des droits, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. Maintenant, je pense que ce mouvement-là n'est pas fini. Personne n'a le droit dans l'islam de dire que j'ai tout compris, rien ne doit bouger maintenant, tout est réglé. On dit on a fermé la porte de l'Ishad, c'est faux. Personne qui peut fermer la porte de l'Ishad. Il n'y a que le prophète qui était l'interprète infaillible. À part lui, aucun savant ne peut dire ce que je dis, c'est ça qui est vrai, et personne n'a rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi les écoles de pensée dans l'islam? Aujourd'hui, par exemple, sur des questions de mariage, etc., Abu Hanifa, ce qu'il dit, ce n'est pas toujours la même chose que ce que Malik dit sur la question de la femme, sur la question des témoins, sur la question, etc. Donc, il y a tout un débat. Ma position, c'est que je ne reste pas fermé à cette demande d'égalité, mais je reste quand même prudent parce que je me dis, je ne veux pas que cette demande d'égalité crée un projet de société qui remet en cause, n'est-ce pas, des piliers de l'islam. Et on reviendra d'ailleurs sur ces fondements et ces piliers, je suis sûre, à l'intérieur de l'émission. Mais en parlant d'évolution, justement, Dr Ba, comment est-ce que vous percevez aussi, si on vous demandait d'expliquer ou d'analyser un peu ces nouveaux
mouvement féministe qui aujourd'hui se lève pour des causes comme le viol, par exemple, qui n'hésitent pas à brandir des pancartes lorsqu'on a des problèmes d'agression au niveau de la femme, etc., d'inégalité sociale. Comment est-ce que vous percevez ces nouveaux mouvements féministes? Peut-être avant de revenir sur les perceptions, peut-être renforcer ce que vient de dire Imam en parlant de flèches. Et moi, je me dis que cette quête d'égalité entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes, ne vont nullement bouleverser les fondements même de l'islam. Parce que l'islam vise là. L'islam est arrivé pour régler des injustices. Pour régler des injustices et promouvoir cette justice sociale-là. Et je pense qu'on doit tendre nous tous à cette flèche-là. Et moi, je me dis que c'est le travail qu'on doit poursuivre, d'ailleurs. C'est le travail que nous tous, en tant que croyants musulmans, on doit poursuivre pour la lutte contre tout ce qui est injustice et la promotion de la justice sociale. Parce que moi, je dis que la religion en tant que telle, c'est ça. La religion, c'est pas seulement prier, jeûner et après faire du mal à son prochain. Moi, je me dis que ce sont les relations horizontales saines qui vont vous amener en contact avec Dieu. Si cette relation que j'ai avec Imam, ce n'est pas saine, si c'est l'injustice que je crée pour Imam au quotidien, alors que moi je prie, je jeûne, mais je vais aller nulle part. D'abord, c'est cette relation saine entre nous tous. Et parler de relation saine, mais c'est la justice sociale. Dans tout ce que nous faisons, dans le lieu du travail, dans la famille, dans le quartier. Aujourd'hui, regardez nos comportements. Et alors qu'on est un pays musulman, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. La relation que nous avons, cette relation originale est extrêmement importante si on veut atteindre cette relation verticale, si on veut atteindre Dieu. Oui, il y a cet éveil, oui, parce que c'est juste pour garder aussi ses droits. Oui, on a quand même un cadre juridique assez ambitieux. En 2020, janvier 2020, on a adopté la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Oui, et j'ai longtemps dit qu'une loi ne suffisait pas du tout. C'est ça. Mais il y a cette recrudescence, on a vu, parce qu'on ne s'est pas interrogé sur le projet de société qu'on veut réellement et comment bâtir, construire des humains stables, constants, des personnes. On n'a pas un projet de société, on n'a pas des programmes envers les humains. Il n'y en a pas. En parlant de citoyens, de citoyennes, quel type de citoyens et de citoyennes on veut demain? Et est-ce qu'il y a des mécanismes, des programmes qui sont mis en place pour ces gens-là? Je veux dire que si on vote des lois uniquement et il n'y a pas tout ça, des programmes derrière, ça va aller nulle part. Et aujourd'hui, ce groupe, ces mouvements sont dans le rôle, hein, parce qu'elles doivent se protéger, parce que si ces mouvements ne font absolument rien, elles risquent de perdre. Hein. C'est-à-dire que les droits des femmes aujourd'hui, ce que nous avons, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, on peut dormir tranquille. On peut perdre ça demain. Vous avez vu l'exemple du Mali avec le code de la famille, qui était en avance, mais c'est des religieux assez conservateurs qui ont fait reculer. C'est ça? Ça veut dire que ces mouvements doivent être là pour au moins être les garde-fous, faire le travail de suivi, faire le travail de contrôle, faire le travail de lobbying par rapport aux acquis qu'ils ont. Et cette recrudescence de viol, de violence, elles doivent être là pour alerter l'État en disant, mais l'État, il faut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir combattre ce fléau. Donc, les mesures nécessaires. Elles sont dans le rôle, ces féministes qui sont sur le terrain, elles sont dans le rôle. Elles sont dans le rôle, au-delà de voter les lois, l'appliquer réellement sur le terrain. Avoir des mesures d'accompagnement, c'est extrêmement important. Eh oui. Imam Kanté, par rapport à justement certaines réalités dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous pensez que souvent, il y a un amalgame qui est fait entre des réalités culturelles et des réalités religieuses, c'est-à-dire prendre des réalités culturelles et vouloir les transposer dans la religion? Vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'héritage, par exemple, qui est un débat dans le milieu religieux, ou d'autres questions qui, en fait, lorsqu'on va dans le fondement même de la chose, on se rend compte qu'elles sont plus culturelles que religieuses. Comment ne pas faire l'amalgame et comment séparer ces deux choses? Oui, c'est important de séparer ces deux choses parce que sinon, on peut cibler l'islam
alors qu'en fait, c'est beaucoup plus des coutumes, Exact. n'est-ce pas? Ou bien, en tout cas, des pensées qui sont véhiculées par des groupes, des gens influents, et qui essayent de justifier cela par l'islam. Donc, c'est vrai que la responsabilité des oulémas, des chefs religieux, des porteurs de discours islamiques, c'est effectivement aussi de clarifier ce qu'est l'islam sur chaque question, et particulièrement sur cette question des femmes et des injustices faites aux femmes, de bien clarifier les choses. Par exemple, la question du viol, les imams, les prêcheurs, etc., doivent avoir un discours très clair sur que c'est un acte abominable et que tout ce qui doit être fait par l'État, par les communautés, par les familles, n'est-ce pas, par les porteurs de discours, pour atténuer ce phénomène doit être fait. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'ai dit à une dame qui est, je pense, la présidente d'une association islamique. Alors, je discutais avec elle et une fois, je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu dans votre position sur les choses qui se passent dans le pays, c'est que si on touche au Coran, ou bien, etc., là, c'est sûr que vous allez vous lever pour dire on défend l'islam, le Coran, etc., c'est très bien. Mais je lui ai dit, je ne vous ai jamais entendu aller vous battre sur le terrain, vous battre entre guillemets, en tout cas aller faire des marches et tout, sur les questions, par exemple, de viol, sur des questions d'injustice faites aux femmes, etc. Pourquoi? Et elle était vraiment très gênée. Et je lui ai dit, c'est parce que vous considérez que ce n'est pas des questions islamiques. Alors que la question de la justice est une question islamique. Donc, on doit vous voir sur ces questions-là, sur le terrain, et ça permettra même de mieux approcher d'autres femmes que vous considérez comme des femmes qui veulent amener ici une pensée occidentale, etc. Et elle m'a dit, mais vraiment, tu as raison. Je lui ai dit, il faut discuter de ça dans le cadre de votre association pour avoir cette compréhension de l'islam citoyen, de l'islam qui est à côté des causes justes. N'est-ce pas? Quelles que soient les personnes qui portent ces causes justes-là, il faut être à côté. Donc, quand on parle de recrudescence du viol et tout, on devrait avoir des dizaines de milliers de femmes dans les rues au Sénégal pour dénoncer ça. Et nous, les imams, on doit être quelque part dans la marche. Oui. Donc, il y a ça. Mais il y a cette mentalité-là. Il y a aussi, si vous voyez par exemple la question des castes, etc. Donc, tout ça. Mais il faut reconnaître que même les religieux n'ont pas tout réussi en termes de conversion à la mentalité musulmane. Hein. Donc, ce qui fait que les gens développent des résistances et ils sont toujours capables de dévoyer un principe de l'islam en le recyclant pour le maintenir dans des croyances avant. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de choses qu'on appelle islam et qui sont en fait que nous-mêmes les religieux qu'on appelle bida, ou bien qu'on appelle etc. Et nous-mêmes, on rencontre la résistance des populations, pas seulement sur la question de la femme, sur autre chose. Même nous, il peut arriver que moi, que je dise à une femme musulmane sénégalaise que, mais en fait, est-ce que tu sais que tu as tel ou tel droit? Est-ce que tu sais qu'en réalité, ton mari n'a pas le droit de faire ça, ou bien ton frère, et qu'elle me dise, ah bon, imam, là tu es seul à me le dire, ah je n'ose pas parce que... Donc, vous dire, voilà. Vous devez encore dire davantage dans les prêches. Voilà, effectivement, mais oui, bien sûr. Parce qu'on trouve dans le Coran tellement de revendications des femmes. Et justement, j'ai envie de demander donc à Dr Sely, est-ce qu'il y a cette ignorance finalement des droits, que les femmes même ignorent même leurs droits dans certaines strates de la société et pensent, disons, normalisent certaines choses qui finalement ne sont pas forcément normales parce qu'elles ignorent justement l'étendue de leurs droits. Il y a une forte ignorance dans ce pays en termes de droits positifs, mais aussi en termes de droits religieux. Ils ne connaissent pas leur religion, même s'il y a beaucoup de prêches. Les gens ne connaissent pas leur religion. Les gens s'agrippent derrière des responsables guides religieux, etc., alors qu'ils devaient apprendre leur religion. En termes de droits positifs, les gens ne connaissent pas leurs droits. Parce qu'à ce niveau-là, on peut expliquer le fait qu'il y a beaucoup de voix qui sont en train d'être votées au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'État ne prend pas une mesure de diffuser, de traduire. Parce qu'encore une fois, on est à plus de 60% d'analphabètes, des personnes qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas lire le français. Donc l'État n'a pas mis en place, après les votes, un dispositif de traduction
et de diffusion pour que l'homme ou la femme... Je dirais même des débats publics, même avant le vote. C'est ça. Beaucoup de lois passent. De consultation. C'est par lobbying que ça passe, non par des forums citoyens de discussion. Effectivement. Je pense qu'il y a de ces lois-là doivent engager des débats au niveau national. Il y a de ces lois, avant que ça passe, moi je vous dis, même au-delà même des lois, certains accords que le gouvernement, en tout cas des décisions d'accord, avant de signer certains accords, il faut des débats au niveau national. On a vu avec l'autoroute à péage, l'État a signé des accords en défaveur des populations, mais moi je me dis que si vous engagez un pays sur des trentaines, quarantaines d'années, mais il faut engager d'abord des débats nationaux. Donc, il y a de ces lois-là qui doivent... Mais aussi, il y a certaines positions, accords. Aujourd'hui, on est dans le pétrole et le gaz. Il y a des accords qui sont signés. Mais moi, je n'entends pas de débat. Sur des accords, il faudrait qu'il y ait plus de transparence sur les accords qui sont signés. Parce que c'est les ressources du pays. C'est des personnes qui appartiennent aux populations. Ça ne doit pas être entre les mains de 2, 3 personnes. Donc ça aussi, je pense que c'est extrêmement important. L'autre problème que nous avons au Sénégal avec l'islam, c'est qu'il y a une imbrication du culturel. C'est ça. Dans ce qu'on fait, les gens interprètent à travers leur mur culturel. Et ça qui, je pense qu'Imam en a parlé, ça pose problème. Aujourd'hui, on ne sait même pas les frontières entre où s'arrête le religieux, où commence le culturel. Oui. Tout est imbriqué. Tout est imbriqué. Et on associe beaucoup la culture arabe comme l'islam. Exactement. Donc, et aussi, il y a une forte sacralité autour de... Même si vous voulez prendre un livre, le Coran, mais c'est tout un ensemble de sacrés. Moi, je me dis que les religieux doivent nous aider à décloisonner le savoir. Moi, le savoir islamique, ça doit être accessible. Oui, finalement, c'est comme s'il était un peu inaccessible à... C'est ça qui pose problème. Oui, c'est-à-dire que moi, je peux parler de la religion, mais les gens ne vont pas écouter. Mais imam, tout le monde l'écoute. Oui. Mais il y a un problème de légitimité. Qui doit parler, qui ne doit pas parler? Je parle sur le contrôle de l'imam. Qui doit parler, qui ne doit pas parler? Parce qu'il y a toute une sacralisation, il y a toute une cloisonnement de savoir qui appartient à un groupe au détriment d'autres. Je pense que ça aussi, c'est un problème qu'il faudrait régler et l'implication des hommes religieux est extrêmement importante dans ce processus de démocratisation du savoir islamique. Tout le monde doit connaître ce qui se trouve dans le Coran, qu'il soit français ou wolof. Tout le monde, même les khutbas, je pense que ça commence un peu à changer, mais vous faites le khutba, c'est en arabe. Il faut dire en wolof. Comprennent pas. Il faut dire tout en wolof, tout. C'est ça. Dites tout en wolof pour que les gens puissent comprendre. Et je pense que c'est ça la plus-value. Et là, même ce problème, on le pose au niveau des intellectuels des universités. Pourquoi vous conceptualisez tout? Mais il faut désertifier le savoir. Il faut rendre simple. Vulgariser des exemples simples pour rendre accessible. C'est pas un problème spécifique à l'islam d'ailleurs. C'est ce que je voulais dire. C'est tout. C'est à tous les niveaux. Il faut des forums partout pour en discuter. Justement, regardez les questions de viol, d'avortement, les questions du code de la famille, reconnaissance de paternité, etc. Mais c'est des questions qui concernent toutes les femmes une par une et tous les hommes un par un. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir ce problème-là avec votre femme ou bien, etc. Vous avez un enfant quelque part, etc. Donc, voilà des questions qu'un petit groupe de gens est en train de manipuler. Après, on fait passer une loi. Et l'autre question, voilà, après on dit non, on a signé une convention en Allemagne, etc. Et ça montre aussi la crise de la démocratie représentative. Et on a vu les coups de poing la dernière fois. Voilà, c'est les gens qui nous représentent. J'ai mon sabre, je t'attends à la porte, je vais te couper la tête. C'est ça. L'autre vient, on le bloque pour qu'il n'aille pas se battre. Donc, je crois que ça montre bien que il ne faut pas trop attendre maintenant, même de ces soi-disant représentants, mais d'aller vers la démocratie participative, les concertations de terrain. Regardez par exemple en France, comme je dis, il y a pas mal de choses que je n'aime pas en Europe, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime là-bas. Et j'ai dit par exemple, ils ont fait des concertations à tous les niveaux et régionales sur la loi de bioéthique qui vient d'être adoptée. Ça a pris, je crois, 3 mois. Très bien. Ils sont allés partout pour les scientifiques, les philosophes, les prêtres, les imams, etc. Tout le monde a été associé, les mouvements de femmes, etc. pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'on peut sortir de ça pour la France et mettre ça en forme de loi. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe dans nos pays-là. Donc on parle de démocratie, là où l'écrasante majorité de la population n'est pas au courant des vrais débats et sa voix n'est pas portée
parce que pour que ça soit porté, il faut qu'elle soit d'abord entendue. Donc, vous voyez, c'est juste au moment des campagnes politiques que les gens viennent dire, je vais faire ça, si vous votez pour moi. Ben voilà, et les gens ne comprennent pas, mais après ils applaudissent, ils votent. Parce que peut-être il va régler des problèmes matériels, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, il faut une Sur la question de la femme aussi, c'est ce que je pense, il faut des forums de débat, parce que la question de la femme est une question extrêmement importante dans, n'est-ce pas, dans l'avenir du pays et de la société. C'est ça. Et en parlant de l'avenir du pays et de la société et de ce qui se passe dans le pays et dans la société, Dr Sidiba, souvent, en tout cas récemment, des mouvements féministes ont été justement attaqués ou pointés du doigt pour le simple fait qu'elles n'ont pas forcément voulu, ces féministes-là ou ces mouvements-là n'ont pas forcément voulu être impliqués dans certaines affaires qui avaient une teneur politique, économique, etc. et sociale. Et on les entend plus dans d'autres aspects. Par exemple, l'affaire Sonko-Adji Sarr, ou etc. Des affaires qui ont des profils assez hauts, que tout le monde connaît, n'ont pas forcément voulu s'impliquer dedans. Elles ont été un peu pointées du doigt par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les mouvements féministes doivent s'impliquer pour tout? Oui, je pense que oui. Donc, c'est-à-dire que ces mouvements ne sont pas impliqués sur des aspects politiques, économiques et autres. Je pense que le rôle du mouvement féministe, c'est de travailler pour changer un système social, politique, économique. C'est ça. Donc, ça concerne ces aspects-là. Donc, on doit être partout. Là où il y a une inégalité, là où il y a un traitement inégal entre les hommes et les femmes, elles doivent être là. Donc, à tous les niveaux. Et je pense que peut-être le fait qu'ils sont limités, ces mouvements sont limités sur certaines questions, c'est un problème c'est lié un peu à un problème parce qu'elles ne sont pas assez forts, ces mouvements. C'est des mouvements qui sont en construction. Parce que quand même, après, je ne vais pas dire la mort, mais après l'éclatement du mouvement Oui, le féminisme sénégalais était en berne seulement récemment, qu'il y a eu des petits groupes. Mais je veux dire, il y a quand même la JS qu'on attendait un peu, bon, les réactions, on attendait un peu qu'elles défendent certaines causes à certains niveaux. En fait, peut-être là préciser qu'il y a une différence entre les mouvements féministes. C'est un mouvement féministe bourgeois. En fait, la JS n'est pas un mouvement... Dans des salons, colloques, séminaires. La JS n'est pas un mouvement féministe. C'est même pas un mouvement féministe. Ah ben d'accord, mais voilà. La JS, c'est un mouvement, on va le mettre comme un mouvement de femmes. Oui. Il y a une différence entre le mouvement féminin et le mouvement féministe. Quelle est la différence pour que les gens comprennent? Parce que les gens ont taxé la JS de ne pas avoir réagi par rapport à cette affaire-là. Vu que c'est un terrain politique avec l'affaire, mais j'aimerais bien préciser. C'est un terrain politique. Parler de l'affaire Sonko, c'est un terrain politique. Donc voilà. Même si c'est un terrain politique, elle dit que le mouvement féministe. Donc si elle me dit que la JS n'est pas un mouvement féministe, ça règle des problèmes. Mais si, dans le principe, un mouvement féministe doit s'occuper d'un changement social, politique, économique, on ne va pas me dire que non, c'est un problème politique, on n'en parle pas. Bon. En fait, la différence entre les mouvements féminins et les mouvements féministes, c'est que les mouvements féminins qu'on a, l'AGS, les réseaux civils, CLVF, tout ça, c'est des mouvements féminins, des organisations de femmes. Et ils travaillent sur la promotion des droits des femmes. Alors que le mouvement féministe s'attaque à la culture, cette culture dominante masculine, ce système patriarcal. C'est différent d'être seulement à la promotion, mais carrément comment changer ces rapports sociaux. Ok, donc il faut faire la différence entre, d'après ce que vous dites, si je résume bien, entre des organisations de femmes qui sont là pour promouvoir l'autonomisation économique, promouvoir les droits des femmes, etc. Je dirais qu'ils sont dans la réforme, quoi. Dans la réforme un petit peu. Carrément un système. Voilà. Il faut réformer un système. Parce qu'il y a un projet de société. Qui ne remet pas en cause la culture même. Qui ne remet pas en cause la culture patriarcale. En fait, le mouvement féministe remet en cause cette culture patriarcale. Je disais les organisations de femmes. Mais l'organisation de femmes ne va pas forcément remettre en cause. Même si compte, mais pas forcément, c'est pas seulement ce qui est visé. Parce qu'il y a de ces questions, s'il faut travailler avec les organisées féministes radicales, il y a de ces thématiques où ce n'est pas beaucoup de thématiques qui ne sont pas traitées par les organisations de femmes. Exact. Mais aussi dire que quand je prends la CIS qui, au niveau doctrinal, n'est pas un mouvement qui ne s'est pas réclamé un mouvement féministe, mais à l'intérieur, nous avons des membres féministes. C'est ça.
Qui sont connus pour... Qui sont connus pour. Oui. Mais à l'intérieur, il y a des extrémistes à l'intérieur. Mais l'association en tant que telle ne s'est pas réclamée comme féministe. Ça aussi. Vrai, même s'il y a des membres, vous allez au réseau Siggil Jigéen, on a des féministes à l'intérieur, mais la ligne doctrinale du réseau Siggil, ce n'est pas un mouvement féministe. Donc ça aussi, voilà, il faut faire la différence. Maintenant, la manière dont on a pris l'affaire extra Adji-Sarr, ça c'est... Mais qui est féministe finalement au Sénégal, à part toi et Warqa Samb? On est plein. Il y a plein de féministes. Il y a plein de féministes. Le collectif Dafadoy, Louis Sarr, il y a un collectif féministe avec Louis Sarr. Il y en a plein. Il y a plein de féministes qui sont là. Hein. Il y a plein de féministes. Peut-être l'idée, c'est davantage se structurer. Donc, c'est dans ce processus de structuration, là, d'organisation, de s'organiser davantage. Je pense que c'est ça qui fait que peut-être on ne les sent pas beaucoup. Il faut davantage s'organiser et se structurer davantage pour être beaucoup plus fort. Ouais. Et justement, on en arrive déjà presque à la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes pour que vous puissiez conclure tous les deux. J'aimerais qu'on conclue sur ça. Est-ce qu'on est vers une évolution, Imam Kanté, de la société tout simplement d'une manière générale? Parce que tout à l'heure, bon, vous parliez de ne pas en tout cas secouer certains piliers qui forment la base de la société. Et j'ai envie de vous demander pour finir, comment ne pas... Déjà, comment faire la différence entre ces piliers positifs qui sont les fondements de notre société qu'il ne faut pas secouer et des piliers qui peuvent être négatifs et qu'il faut justement secouer pour pouvoir évoluer, surtout pour l'émancipation intellectuelle, sociale, financière, physique des femmes? Ben oui, il appartient au mouvement, que ce soit les organisations de femmes, les mouvements féministes, de se dire que si on doit procéder à des changements, n'est-ce pas, profonds, avec l'objectif d'aller vers une justice sociale, alors l'islam peut être un levier. Si certains mouvements féministes le comprennent, c'est bien. Si maintenant ils ne le comprennent pas et qu'ils considèrent que c'est l'islam en tant que tel qui est une contrainte, alors là, ça va aller vers beaucoup de problèmes. Donc c'est ça. Maintenant, moi, je suis pour la promotion d'un mouvement féministe qui travaille sur les valeurs de l'islam, n'est-ce pas, pour que sa lutte vers la justice sociale puisse avancer. Et pour ça, il faut qu'elle connaisse mieux l'islam, et qu'elle connaisse mieux aussi, effectivement, les porteurs du discours islamique, n'est-ce pas, pour discuter, n'est-ce pas, sur ces questions-là et voir quel est, n'est-ce pas, l'espace, n'est-ce pas, qui leur permet d'évoluer sur ces questions-là sans se heurter à une résistance des gens qui sont en face et qui considèrent que leur projet de société menace les fondements même de l'islam en termes de famille, en termes de morale sexuelle, etc. etc. Donc, vous voyez, de temps à autre, vous voyez, je me bats avec eux sur les réseaux sociaux, etc. Chaque fois que je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de faire bouger quelque chose d'important pour l'islam, je dis attention. Et maintenant, c'est à elle de se dire non, soit effectivement on assume, on veut changer ça, même si c'est l'islam, soit non, peut-être qu'on n'a pas mieux compris, ou bien peut-être que Imam Kanté, vous n'êtes pas le seul à comprendre ce verset de cette façon. En ce moment-là, le débat peut se poser. Oui, finalement, on a l'impression que chacun joue un peu le garde-fou de l'autre, hein, c'est-à-dire, oui, mais c'est comme le principe de ta liberté commence là où s'arrête celle des autres, et vice-versa. On a un peu l'impression que c'est ça. Oui, parce que le rôle aussi des imams, les autres, c'est de rappeler aussi s'ils n'ont pas compris par rapport à certaines choses. Et je pense que moi, le problème, c'est que les gens ne se connaissent pas très bien. On ne connaît pas réellement qu'est-ce qui est derrière, pourquoi cela, etc. Les gens ne se connaissent, le mouvement féministe, les gens ne le connaissent pas bien et j'apprécie en tout cas ces plateaux-là pour faire connaître. Et je pense que en tout cas, moi, personnellement, je travaille beaucoup sur le féminisme musulman islamique et parce que je m'appuie sur les fondements, les principes
parce que voilà, je m'identifie à ça et vu qu'on est dans une société où il y a beaucoup de musulmans et l'islam joue un rôle extraordinaire, c'est important. Parce que quand vous brandissez certains aspects, principes, les gens vont vous écouter parce que quand même on a une religion émancipateur, émancipatrice, l'islam est émancipateur, il est porteur d'émancipation, de justice sociale, d'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a pas de distinction, je pense que l'imam en parlait, en termes de responsabilité et de droit, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. On est tous pareils en termes de responsabilité et droit envers Dieu, et personne ne peut amener l'autre au paradis, c'est seulement Dieu vous peut amener. Donc que ce soit le mari ne peut pas vous amener au paradis, ni le marabout, ni le religieux, c'est vos actes, vos bienfaits qui peuvent vous amener, parce que la clé, c'est pas à notre niveau. La clé du paradis, c'est pas à notre niveau. Donc, si on le comprend, c'est vrai qu'on est pareil, on est égal en dignité, mais là un des problèmes justement avec le mouvement féministe, c'est la distribution des rôles sociaux, où effectivement, quelqu'un comme moi, qui suit un peu les choses, je me dis, non, attends, ce mouvement féministe-là, si on le laisse s'appliquer comme ça s'applique en Occident, les mêmes causes, c'est-à-dire les mêmes causes faisant les mêmes effets. Par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez le vote de la PMA en France, les femmes seules, insémination, gamètes, etc., ça c'est une catastrophe pour nous. Et le paradigme, est-ce que le paradigme a brandi ses revendications? Mais justement, oui, heureusement pour nous, le paradigme féministe occidental mène à ce que nous appelons des impasses morales. Nous, je respecte eux. Par exemple, ils vont ce courant féministe qui est contre la polygamie en France. Ça ne peut pas être la même chose ici, il ne peut pas être transposé au Sénégal. C'est une chose, voilà, moi, je me dis qu'en tant que responsable pour la distribution des rôles sociaux, par exemple, moi je vous dis aujourd'hui, s'il y a une baisse par exemple de la démographie en Europe, c'est parce que le rôle social de la femme a été capturé par le capitalisme et que la femme doit d'abord produire comme tout le monde. Dans un projet de société où il y aura... on en est presque là. Hein. Ou l'islam, oui. L'islam. Non, l'islam n'est pas dans le projet de société sénégalais actuellement. Non, il est dans la culture. C'est ça, en fait. Et dans le mysticisme. Non, il n'est pas dans le projet de société. Maintenant, ce projet de société-là, on y travaille. Maintenant, par exemple, je vous dis une chose, dans un projet de société d'islam, il faudrait le rôle social qu'on va donner aux femmes. Maintenant, les féministes peuvent le contester, on en discute. Quel est le rôle social donné à la femme? Donner à la femme plus de possibilités de faire des enfants. C'est ça le projet de société de l'islam? Et de moins produire. C'est ça. Parce que faire des enfants pour renouveler la société humaine, etc. Alors qu'aujourd'hui, on va vers la catastrophe démographique. Mais ça, parce qu'on a changé le rôle de la femme en lui disant voilà la contraception, voilà l'avortement. Voilà, tu fais deux enfants. On va laisser mon dernier mot. Oui, mais c'est pas seulement ça le projet de société. Non, je n'ai pas dit que c'est seulement ça, mais c'est extrêmement important. Parce que dans l'islam, les femmes ont été au début à la fin de tout en termes d'action sur le terrain. C'est des femmes intellectuelles, c'est des femmes sur le plan scientifique, etc. Je parle du rôle actuel, le rôle social actuel. Ça, je suis d'accord. Mais il nous faut... L'université Al-Azhar a été fondée par une femme. Je suis d'accord. Sur le plan de connaissance, c'est des personnes... Il y a eu quelqu'un qui a recensé 1543 femmes qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'islam. Médecins, dans tous les niveaux, politiques, etc. Et je pense qu'il faut faire savoir ça. Le rôle de la femme, ce n'est pas seulement la reproduction, imam. Non, je n'ai pas dit que c'est pas seulement les ramener à faire des enfants. Mais je pense qu'elles ont le rôle oublier ce rôle à tous les niveaux. Maintenant, pour ne le faire pas oublier le rôle, il faut des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, vous travaillez, Sophia, moi je travaille. Oui, tout à fait. Je quitte chez moi à 8h, je descends des fois à 18h, 22h, mais il nous faut des mesures d'accompagnement. Je dois travailler, mais faire des enfants. Il nous faut des entreprises pour pouvoir nous accompagner dans ça. On a le rôle biologique, on l'a. Mais le rôle professionnel, parce qu'on est des êtres humains, on doit exister. Et je pense que c'est des politiques, des programmes, il faut accompagner. Je suis d'accord. Mais c'est ça. Non, exactement. Parfait. En tout cas, un débat. Si on discute sur comment insérer vos revendications sans bouleverser
On ne bouleverse rien du tout. Les femmes ont toujours travaillé. Les femmes ont toujours travaillé. Khadija a été l'employeur de Prophète paix salut sur lui. Donc les femmes ont toujours été dans l'espace public, dans la vie professionnelle, économique. Non, je ne pas oublier. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, ce sont des sociétés qui évoluent. Les sociétés évoluent. Les sociétés évoluent, c'est normal. Exactement. Il faut des mesures d'accompagnement pour faire face à ces transformations sociales. On vous l'avait promis, un débat mouvementé. Un projet de société clairement défini. Oui, maintenant il faut qu'on sait tout. Moi je me dis que les religieux, les mouvements féministes, il faut qu'on se parle. Moi je me dis, la communication c'est la clé de tout. Moi je parle à tout le monde. Oui. Je parle, mais si on ne parle pas, on ne comprend pas ce que fait l'autre. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête de l'autre? On reste là, on fait des préjugés. Il faut qu'on parle. Il faut parler, il faut communiquer. Voilà. La communication est la clé de tout. On vous l'avait promis, un débat mouvementé sur le sujet du féminisme au Sénégal entre Imam Kanté et Dr Céliba. En vous remerciant tous les deux d'avoir partagé ce plateau-là. Je suis Sophia Ba, vous avez suivi votre émission Idée. Cette émission, nous menons des débats de fond sur la bonne femme et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.